Les matins de France Culture, Guillaume Erner. C'est l'histoire d'un homme qui vient d'avoir 82 ans. Déjà, jadis, il était toujours pressé, il régnait sur le monde de la culture et il se sentait invincible. Aujourd'hui, à la retraite, c'est plus calme. Bonjour Bernard Pivot. Bonjour. Cet homme, peut-être que c'est vous. En tout cas, c'est l'histoire d'Octo que vous racontez dans ce livre réjouissant, jubilatoire. Mais la vie continue, publié chez Albin Michel. Alors tout d'abord, il faut que je vous pose une question. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai le droit de vous poser cette question? Bien sûr, vous avez le droit de me poser toutes les questions puisque je suis chez vous et que je suis quand même journaliste et donc je sais très bien que le plaisir du journaliste, c'est de poser des questions. Et votre plaisir à vous, c'est le matin, le midi et le soir, c'est de poser des questions. Et alors, vous expliquez et vous prenez du plaisir à l'écrire, Bernard Pivot, qu'il y a un âge au-delà duquel ça va. C'est une question à laquelle il faut répondre brièvement. Non, mais pas seulement brièvement, mais je veux dire que la question que nous formulons tous, la question de politesse, comment vas-tu? Comment allez-vous? Eh bien, à partir de 80 ans, ça n'est plus une question de politesse, c'est une question médicale. Nous y répondons tous, certains avec réticence, en espérant ne pas parler de leurs petits problèmes, et puis d'autres, au contraire, en profitent pour étaler avec une sorte de munificence tous leurs ennuis, leurs douleurs, et donc, moi je fixe 80 ans, cet âge-là. Parfois c'est avant, parfois c'est 70 ans, etc. Bien dans ça. Mais enfin, comment vas-tu? Maintenant, c'est une question médicale. Et alors, on est tous les deux, vous avez l'air d'aller très bien, Bernard Pivot, mais on est tous les deux embêtés avec nos masques et nos lunettes, puisque on a ce couple chacun. Et la buée sur les lunettes, sur les lunettes. C'est insupportable, on ne sait pas trop comment s'en débarrasser. Je vous évoquais justement, Bernard Pivot, la pandémie. Qu'est-ce qu'elle a changé à votre vie, à la vie de ces octogénaires? Elle a changé. D'abord, le livre raconte la vie de 8 octogénaires qui sont amis. Et d'un seul coup, évidemment, la pandémie leur tombe dessus. Et ils se réjouissent, tous les 8, de ne pas être dans les EHPAD. Rappelez-vous le nombre de cercueils dont on voyait sortir pendant la première attaque, la première vague. Vous voyez sortir des EHPAD. Et c'était absolument horrifiant. Et donc, même se dit heureusement que nous sommes encore valides, nous avons la tête et des jambes encore solides. Et donc nous allons faire attention. Je pense que le confinement, le confinement des vieux est un confinement presque naturel, parce que quand on est retraité, on est confiné. De toute façon, on se confine. La retraite, c'est à 65 ans, on vous dit, écoutez, restez chez vous, on va vous donner un peu d'argent, ça s'appelle la retraite, mais on ne veut plus vous voir ni à l'atelier, ni au bureau, ni à l'usine. Et donc, les retraités sont des confinés professionnels, ce sont des confinés rétribués, donc ils sont naturellement confinés. Et puis, à ce confinement naturel, s'est ajouté le confinement, évidemment, médical. Le fait d'être moins relié au monde extérieur, est-ce que ces jeunes octogénaires parisiens que vous mettez en scène, c'est le club des JOP chez vous, Bernard Pivot, est-ce que ces jeunes octogénaires parisiens, ils vont réussir, avec les moyens de communication modernes, à maintenir ces liens avec le monde extérieur ? Je pense, oui, c'est une question de volonté. Maintenir les liens, ne pas se renfermer, ne pas se retirer, non seulement dans sa maison, dans son appartement, mais se retirer en soi-même. Ça, c'est le grand danger qui menace les personnes âgées. Il faut au contraire continuer de s'ouvrir au monde, d'être attentif, d'être curieux de la vie du monde, attentif, écouter les radios, regarder la télévision, etc. Beaucoup trop de gens âgés se replient sur eux-mêmes et manifestent une sorte
lassitude vis-à-vis de l'extérieur. Il ne faut pas céder à cette lassitude. Il faut au contraire montrer de la curiosité pour presque tous les jours pour le monde qui nous entoure. Mais alors, vous dites dans ce livre, Bernard Pivot, qu'il y avait jadis un respect vis-à-vis des personnes âgées parce que peut-être celles-ci avaient, par exemple, connu la guerre, connu des épreuves. L'épreuve que nous traversons, qui est une épreuve pour toutes les générations, la pandémie, mais que chaque génération vit différemment, quel regard portez-vous sur elle ? Sur les quoi ? Sur cette épreuve de la pandémie que nous traversons par rapport aux autres épreuves que l'on a pu... Ce que je remarque, c'est que le coronavirus, c'est un tueur de vieux. Et il s'attaque moins aux jeunes qu'aux vieux. Et donc, nous, les octogénaires, les septuagénaires, les nonagénaires, nous sommes visés directement. Et donc, nous sommes les premiers assaillis par la monstruosité de cette pandémie. Donc il faut en tenir compte. Nous devons être plus attentifs que les jeunes, c'est évident. On ne va pas organiser des surbooms avec 2000 vieux en Bretagne. Hein. Ça pourrait être amusant d'essayer de faire ça. Il faudrait faire aussi des surbooms pour vacciner les jeunes et les vieux. D'ailleurs, sur la vaccination, puisque dans la revue de presse aujourd'hui, il est largement question de cette vaccination qui ne va pas assez vite. Qu'en pensez-vous, Bernard Pivot ? Ah oui, je trouve qu'elle ne va pas assez vite, oui, bien sûr. On a l'impression qu'on choisit les gens comme ça, certains vieux, certaines infirmières, certains médecins. Non, il faut aller beaucoup plus vite. C'est évident que quand on compare les chiffres des vaccinations en Angleterre, en Allemagne, en Italie, avec le chiffre de la vaccination française, on est trop en retard. Je pense je trouve que en France, c'est toujours le triomphe de la bureaucratie et de la paperasserie. Je trouve que la bureaucratie et la paperasserie viennent de remporter 2 victoires. Une victoire grâce au Brexit. Les chefs d'entreprise, autrefois, ils remplissaient un formulaire pour vendre leurs produits en Angleterre. Maintenant, ils doivent en remplir 5. Donc là, c'est la paperasserie dans de toute son ampleur. Oui, dans toute son ampleur. Et puis alors là, depuis le début de la pandémie, on voit bien que la bureaucratie française est une sorte de frein à la bonne organisation des masques, enfin de tout l'appareil qui devrait mieux fonctionner, bien entendu. Le personnage d'Octo dans ce livre, dans votre roman Bernard Pivot, Mais la vie continue, que vous publiez chez Albin Michel, il est éditeur, mais il écrit « Maintenant que je n'édite plus personne, les quelques livres dédicacés que m'envoient des écrivains naguère sous contrat chez moi me procurent à la fois plaisir et fierté. » Le monde de la culture que vous aimez tant, il a été touché de manière différentes pour les librairies, différentes pour le monde des théâtres ou du cinéma. Votre point de vue justement sur la manière dont le livre a traversé la pandémie? Alors, les écrivains sont des confinés naturels, comme les peintres. Moi, je me dis toujours, pendant les 15 ans et demi d'Apostrophe, j'ai été confiné, je me suis confiné tout seul. Alors, je ne vais pas faire de la provocation, parce que c'est évident qu'il ne faut pas comparer le confinement volontaire, professionnel, rétribué, avec un confinement sanitaire, bien entendu. Mais il n'empêche que nous, les journalistes littéraires, nous restons chez nous pour lire, pour écrire. Donc, nous confinons nous-mêmes. Donc, au fond, nous avons été moins perturbés que beaucoup d'autres. En revanche, évidemment, les cinéastes, les comédiens, ce sont les victimes, les principales victimes de cette pandémie. Vous trouvez que c'est injuste le fait que l'on ait qualifié une partie du monde culturel de monde inessentiel, qu'on ait fermé les théâtres, les cinémas, Bernard Pivot? Non, je pense que dans la période du confinement, il y a le corps et l'esprit. Le corps doit être alimenté. Alors ça a été bien fait, on avait accès à toutes les petites épiceries comme au supermarché. En revanche, l'esprit a été délaissé. Et la nourriture de l'esprit, c'est la culture. Et la culture, elle, dans les librairies, heureusement, elles sont restées ouvertes par la deuxième vague. Mais en revanche, le cinéma, le théâtre, les expositions, tout ça est interdit aujourd'hui. Et je trouve que quand on prend les mesures sanitaires idoines,
on a tort enfin, me semble-t-il. Et surtout, ce que je crains, c'est de voir des gens qui maintenant s'habituent à ne plus aller au cinéma, plus aller au théâtre, ne plus aller voir des expositions. Est-ce que ces gens, ces personnes vont reprendre le chemin du cinéma, du théâtre, des expositions? Je n'en suis pas sûr. Et justement, est-ce que la manière de traiter les choses distinctement, est-ce qu'on aurait pu faire les choses autrement? Est-ce que c'est l'apparition d'une culture plus virtuelle? Puisque si vous redoutez que les gens ne retrouvent plus le chemin des salles de cinéma, ils pourraient effectivement continuer à regarder des films sur écran, sur ordinateur, sur tablette. Bernard Pivot. Ben, c'est le triomphe des séries, c'est le triomphe de la télévision en direct, la télévision des séries. Je pense que Netflix n'a jamais eu autant d'abonnés que maintenant. Il y a une sorte de... Ce que je crains, c'est la paresse. La paresse du consommateur de culture qui se dit, mais au fond, j'ai été habitué pendant les confinements à regarder Netflix, à regarder... Pourquoi aller au cinéma maintenant? Pourquoi aller au théâtre? J'ai peur de ça, voyez-vous. Alors, je sais très bien que la majorité des gens sont amateurs de cinéma, de théâtre, d'exposition et qu'ils y retourneront avec volontiers, avec ardeur, avec plaisir. Il n'empêche que je crains qu'une certaine partie de la population ait perdu le goût de l'effort d'aller voir. Le personnage principal de Mais la vie continue, Bernard Pivot, écrit justement « Durant la journée, j'écris. Il n'est pas d'éditeur qui ne soit un écrivain contrarié. » Alors, il paraît que les gens ont beaucoup écrit pendant la pandémie. Oui, ben oui. Moi, dans la première pandémie, j'ai beaucoup écrit aussi, pas dans la seconde. Mais je pense que j'ai toujours imaginé que les éditeurs, mon personnage principal, celui qui raconte, est un ex-éditeur, ce que je ne suis pas. Mais je pense que les éditeurs sont tous quand même des écrivains un peu rentrés. Ils n'ont pas le talent des écrivains, mais ils éditent au fond avec une sorte de regret de ne pas être eux-mêmes leurs propres écrivains, leurs propres auteurs sous contrat chez eux. Mais vous avez beaucoup écrit, vous étiez journaliste de presse écrite avant de débuter à la télé, de faire apostrophe. Est-ce que vous êtes aussi, vous aussi, un peu un écrivain contrarié? Pas tellement contrarié d'ailleurs, parce que vous avez beaucoup publié, Bernard Pivot. Non, au début de ma carrière, j'ai publié un roman, j'avais 23 ans, il n'était pas bon du tout, et je me suis dit qu'il valait mieux être un bon journaliste qu'un mauvais écrivain. Et donc j'ai choisi le parti de devenir journaliste, et puis libéré de mes fonctions à la télévision et dans la presse écrite, sauf dans le journal du dimanche où je tiens une chronique chaque semaine, eh bien j'ai cédé à une sorte de penchant naturel de ma jeunesse, c'est-à-dire que j'ai écrit des livres, voilà. Mais je ne me considère pas comme un écrivain, je me considère surtout comme un journaliste qui écrit des livres. C'est pas tout à fait la même chose. Mais il y a beaucoup de pudeur dans ce livre, Bernard Pivot. On se demande où est Bernard Pivot dans ces différents portraits. Et puis, vous avez l'habitude de publier des romans où vous parlez de vous sans parler de vous. Pourquoi faites-vous cela ? Parce que je trouve que c'est amusant. Faut pas se mettre à nu devant les gens. Et en même temps, c'est assez tentant de parler de soi. Les principaux titres de chapitres de ce livre, c'est sur la santé. Parce que les vieux sont obsédés par la santé. Moi, j'ai 85 ans maintenant. Hein. Il avait 82 ans, mon personnage. Moi, j'en ai 85. Nous avons 3 ans de différence. Mais 3 ans après 80 ans, c'est énorme. C'est une montagne. Quand 3 ans entre 20 et 50 ans, c'est pas grand-chose. Mais après 80 ans, mais c'est considérable. Donc, celui que je suis aujourd'hui n'est plus celui que j'étais il y a 3 ans. Et le personnage du livre qui a 82 ans ne va pas devenir celui que je suis devenu aujourd'hui. Mais il n'y a pas que les vieux qui sont obsédés par leur santé, vous ne trouvez pas ? Il n'y a pas que les vieux qui sont obsédés par leur santé.
Les jeunes aussi? Oui, non, moins. Non, ben, on voit très bien que vous n'êtes pas devenu vieux, vous. Parce que vous verrez, quand on est vieux, c'est incroyable. La moindre courbature, la petite crampe, la petite insomnie, etc. Et hop! Alors, les crampes, vous dites surtout la nuit, l'alcool est accusé, mais comment expliquer les crampes des buveurs d'eau? Oui, c'est vrai. Mais oui, j'ai remarqué. Moi, pour pas vous cacher, je prends parfois des crampes pendant la nuit. Comme je bois de l'alcool, bon, c'est pas étonnant. Mais Qu'est-ce que j'ai vous des buvez amis. comme alcool? Vous buvez du vin, c'est pas vraiment de l'alcool. Mais j'ai des amis qui sont des buveurs d'eau, qui ne boivent pas d'alcool et qui prennent des crampes. C'est bien fait pour eux. Et parfois, il y a un médecin d'ailleurs qui m'a dit, vous savez, on connaît mieux finalement le cancer que les crampes. Et alors, vous écrivez, Bernard Pivot, parce que vous faites la liste de tous les problèmes de santé qu'on peut rencontrer quand on prend de l'âge. Ils sont innombrables. Hein. Alors, vous dites, par exemple, mieux vaut se pencher sur une question de philosophie que pour ramasser un objet par terre. Ben oui, bien sûr. Mais donc, quand vous êtes âgé, si vous laissez tomber quelque chose, vous vous penchez, vous risquez de vous-même tomber par terre. Et donc, ça va être très, très compliqué de vous rétablir, de vous relever. Donc, se pencher sur une question de philosophie, c'est plutôt amusant, c'est plutôt divertissant, et c'est moins dangereux que se pencher pour ramasser ces clés qui sont tombées. Et vous n'éludez aucune question. Avant de sombrer dans les siestes post-prandiales, on se rappelle la pétulance des siestes canailles, Bernard. Ben oui, bien sûr. Ben oui. Alors là, il y a des souvenirs de la jeunesse. Vous vous rappelez dans les vacances, quand vous étiez amoureux, etc. On faisait des siestes dites canailles. Et aujourd'hui, avec l'âge, on fait des siestes toujours, mais elles ne sont pas du tout canailles et elles sont effectivement plutôt génératrices de bien-être. Bon alors canaille, ça, je ne sais pas, mais en tout cas, vous évoquez l'amour, vous évoquez par exemple ces réunions d'hommes et de femmes, des vieux amis qui se réunissent à intervalles réguliers. Et puis il y a Nona. Nona, c'est elle que j'aime, écrit Octo. Oui, non, mais celle que j'aime, c'est pas de l'amour, de l'amour sensuel, non, c'est de l'amour du cœur. Nona, c'est le personnage dominant de ce livre. Elle a 95 ans et elle existe. C'est le seul personnage qui existe. Elle a aujourd'hui 99 ans et demi et c'est une femme extraordinaire. C'est une femme qui aime la vie. C'est-à-dire, toutes les personnes âgées devraient prendre exemple sur elle. C'est-à-dire qu'elle aime la vie, elle est pleine de curiosité. Elle adore faire les boutiques, elle aime aller avec ses filles acheter un manteau, une robe, un corsage, etc. Elle est toujours partante pour un restaurant. Alors, évidemment, elle est en bonne santé. C'est une chance extraordinaire pour elle. Mais je ne pouvais pas ne pas la mettre dans ce livre parce que je la connais bien et parce que pour moi c'est un exemple et que c'est un exemple rare, bien entendu, quand vous avez 99 ans et demi et que vous manifestez cette curiosité pour la vie, cet amour de la vie, cet amour des autres, et elle est extraordinairement populaire parce que fatalement les jeunes gens aiment bien lui parler, converser avec elle, échanger avec elle, parce qu'elle n'est pas grognon comme beaucoup de vieux. Elle n'est pas elle, au contraire, elle respire la gaieté et le plaisir de vivre. Bon, on est très heureux en tout cas de vous avoir avec nous, Bernard Pivot. Merci d'avoir accepté de débuter l'année sur France Culture. Mais la vie continue, votre romancier Albin Michel. On se retrouve dans une vingtaine de minutes. En attendant, c'est une femme qui aime la vie mais qui ne boit pas trop d'eau. Donc elle n'a pas trop de crampes, qui va vous présenter les informations. 8h, excellent réveil à tous. 7h, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et nous retrouvons notre invité, le journaliste et écrivain Bernard Pivot de l'Académie Goncourt. Vous publiez Mais la vie continue chez Albin Michel. Justement, Frédéric Seyss parlait du rapport au temps. Alors là, en politique, mais vous en parlez du rapport au temps, Bernard Pivot, dans ce livre où il est question des octogénaires, d'un homme qui a 82 ans et qui explique comment à 82 ans la vie change, comment le rapport au temps change. Oh,
Complètement. Quand vous avez 30 ans, 40 ans, vous avez une vie de famille, vous avez une vie professionnelle, etc. Vous êtes toujours pressé, vous n'arrêtez pas, vous avez pas assez de temps devant vous, etc. Même quand vous êtes en vacances, vous êtes pressé, etc. Et de seul coup, quand vous êtes à la retraite et que vous avez 70, 75, 80 ans, eh bien, vous n'avez plus de contraintes familiales, professionnelles, etc. Et donc, le paradoxe, c'est que nous n'avons... L'octogénaire n'a plus beaucoup de temps devant lui. À long terme, il n'a plus beaucoup de temps, mais à court terme, il a tout son temps. Il a tout son temps. Il s'est profité de son temps pour réfléchir, pour rêver, pour faire des choses inutiles. Est-ce qu'on fait des choses vraiment inutiles quand on a 30, 40 ans, quand on a la charge d'une famille, d'une entreprise, etc. Pas du tout, vous n'avez jamais le temps. Tandis que quand vous avez 80 ans et que vous vous levez le matin en se disant « je n'ai aucune responsabilité, etc. Je n'ai pas de chiffre d'affaires à faire, je n'ai pas de patron à qui il faut obéir, etc. » Donc, vous avez une vie assez agréable, ma foi. Prenez le petit déjeuner. Petit déjeuner, moi, je me rappelle... C'est un moment important. Nos auditeurs sont en train probablement d'en prendre un, Bernard. Oui, mais le petit déjeuner, je me rappelle, je le bâclais tout le temps, de toute ma vie, j'ai bâclé le petit déjeuner. Maintenant, je prends mon temps, je fais griller le pain, l'œuf dur, etc., exactement, à point, etc. Enfin bref, je trouve que ça, c'est l'un des avantages de l'âge, c'est qu'on a tout son temps. Voilà. Et on peut en faire ce que l'on veut. Mais pendant les 16 ans d'apostrophe, vous passiez beaucoup de temps parmi les livres. Lorsqu'on lit, on est obligé de prendre un peu son temps ? Ah oui, bien sûr, oui, mais ça, c'est un temps agréable. Attendez, lire, bien sûr, moi, je passais 10 à 12, parfois 14 heures chaque jour à lire. C'est ce que j'appelle mon confinement personnel. Mais c'était un plaisir. Donc, je prenais le temps, je prenais mon temps. Mais en même temps, j'étais obsédé parce que le vendredi, je savais qu'à 21h30, il y avait apostrophe, puis après bouillon de culture, et qu'il fallait quand même que parfois je hâte ma lecture. Mais non pas que j'allais beaucoup plus vite, mais simplement je ne perdais pas de temps au téléphone ou dans des conversations sans intérêt. Le personnage que vous mettez en scène, Bernard Pivot, dans Mais la vie continue, écrit « Je n'entre pas dans la carrière d'écrivain ». C'est un éditeur, mais il se met à écrire. Et il écrit, dit-il, 2 livres en même temps, mes mémoires d'éditeur promis au jeune confrère Guillaume Allary et ce témoignage sur la vieillesse pour mes vieux potes Francis Esménard et Richard Ducousset d'Albin Michel. Oui, il y en a un seul qui a abouti, c'est le second, c'est-à-dire le livre sur la vieillesse. Mais mon personnage s'aperçoit que finalement, écrire ses souvenirs n'a pas beaucoup d'intérêt. Remuer toutes ces photos, tous ces contrats, toutes ces lettres, tous ces souvenirs, bof, à quoi ça sert finalement? Il vaut mieux vivre quand on a la chance de vivre encore quand on a 82 ans, et il vaut mieux profiter de la vie de tous les jours, au présent, plutôt que en direct, plutôt que de remuer toutes les archives de sa vie. Alors, pourtant, nous, les archives d'apostrophe, on aime bien ça. Par exemple, il y en a une qui concerne John le Carré. Je vous propose de la réentendre, Bernard Pivot. Alors, que je vous explique à tous les trois et aux téléspectateurs comment, grâce à une cravate, j'ai enfin pu obtenir l'accord de John le Carré de venir ici. Alors, c'était à Capri, il y a 2 ans. Nous étions tous les deux parce que nous étions récompensés tous les deux. John le Carré parce que vous receviez la récompense d'un écrivain européen et moi comme journaliste européen. Et je suis arrivé le samedi soir très en retard, le dîner était commencé et je me suis dit est-ce que je veux une cravate ou pas. Puis je me suis dit quand même les Italiens sont très élégants, j'ai donc mis une cravate. Je suis arrivé au repas, il y avait 200 personnes, repas offert par les éditeurs italiens et je me suis aperçu qu'aucun homme ne portait une cravate. J'ai donc vite enlevé la mienne et je l'ai mise dans ma poche. Le lendemain, à l'hôtel de ville de Capri, on remet les prix. J'arrive, je n'ai pas de cravate. Tous les hommes avaient une cravate. Alors, on me remet d'abord ma récompense, et puis je fais un petit laïus de remerciement, et je dis 2 choses. Je dis d'abord, je raconte l'histoire de la cravate, puisque j'étais débraillé, et je dis, regardez,
John le Carré, lui, c'est un vrai Anglais, il connaît l'usage, il connaît le savoir-vivre, et il avait une cravate, il sait quand il faut mettre une cravate et il sait quand il ne faut pas mettre une cravate, tandis que moi je ne le sais pas en bon français. Et puis la deuxième chose que j'ai dite, c'est que j'avais un peu scrupule à recevoir ce prix, puisque j'avais devant moi quelqu'un qui montrait à lui tout seul les limites de mon émission, puisque ça faisait des années et des années qu'il refusait d'y passer. Et alors à ce moment-là, John le Carré a eu un geste magnifique. Il a fait ceci. Il a fait ça, il a retiré sa cravate. À ce moment-là, nous avions tous les deux le col ouvert. Et il me l'a montré, il m'a dit, il suffira de me montrer ceci et je viendrai à votre émission. Et cette cravate, c'est la vôtre, que vous m'aviez offerte il y a 2 ans. Mais vous pouvez le retenir. Ah, merci, merci. Ben, écoutez, ça me fera un très très bon souvenir. Et donc, ben voilà, je vais faire une émission sans cravate, ce qui va me changer. John le Carré, disparu le 12 décembre dernier. Bon, on a tous les deux le col ouvert, hein, Bernard Pivot. La cravate, c'était important. Ça vous a permis d'avoir John le Carré, ça vous a permis d'avoir la plupart des grands écrivains de l'époque. Oui. Un souvenir sur John le Carré. Alors j'ajoute qu'il est venu à cette émission et qu'il a parlé français dans cette émission. Et qu'il avait appris le français au collège, mais il ne le parlait plus très bien. Eh bien, il a fait l'effort d'aller, dans le mois qui précédait l'émission, à l'Alliance française, 2 fois par semaine, pour rafraîchir sa connaissance du français. Vous connaissez beaucoup d'écrivains qui feraient un effort pareil. Il était extraordinaire. Oh, pour Pivot, on peut peut-être faire ça. Non, mais quand même. Et dans ses mémoires, il a écrit plutôt un livre de souvenirs plutôt que des mémoires, qui est paru il y a 2 ou 3 ans. Il raconte d'ailleurs tout cet épisode que vous avez la gentillesse de rappeler. Et il a été... il dit que c'est un des bons souvenirs médiatique de sa vie. Et justement, parmi ces souvenirs-là, le fait d'avoir John le Carré, puisque c'était un homme, il faut le dire aux auditeurs qui ne le sauraient pas, qui était extrêmement peu friand de l'exercice médiatique, c'est vraiment un euphémisme. Il détestait. Il détestait Au fond, il n'aimait pas les journalistes, pas du tout. Et l'éloge qu'il me rend dans ses souvenirs m'a beaucoup touché. D'ailleurs, je lui ai envoyé une lettre pour le remercier. Et quand j'ai appris sa mort, j'ai été très touché parce que, évidemment, cette histoire de Capri avec la cravate et John le Carré, c'est l'un des très très bons souvenirs professionnels de ma vie. Comment faisiez-vous pour convaincre les écrivains réticents? Parce qu'après tout, un écrivain, c'est là pour écrire, pas pour répondre à des sollicitations de journalistes. Oui, mais aujourd'hui, c'est la modernité aussi. L'écrivain doit s'exprimer, bien sûr. Moi, j'ai connu des écrivains qui ne voulaient pas passer à la télévision, genre... comment il s'appelle? J'oublie. Il y en avait... Je sais que René Char, par exemple... René Char, ben voilà, je cherchais son nom. La télévision, donc le poète René Char. René Char n'a pas voulu. Il avait accepté, René Char. Il avait dit, finalement, qu'il viendrait grâce à une dame qu'il connaissait bien, qui a été mon intermédiaire. Et puis, 10 jours avant l'enregistrement, il s'est décommandé. Il m'a dit non, finalement, je ne peux pas faire. Et je trouve qu'il a eu tort, parce que nous n'avons pas de documents sur René Char. Nous avons comme ça un petit peu quelques images prises ici ou là. Mais il n'y a pas un grand document sur la poésie de René Char. Enfin, René Char parlant de sa poésie. Ça n'existe pas. C'est vraiment... Enfin, ça existe à la radio, ça existe en presse écrite, mais ça n'existe pas à la télévision. Et c'est bien dommage. Qu'est-ce que la télévision, justement, permettait de montrer le visage? Parce qu'aujourd'hui, on n'arrête pas d'expliquer qu'on a beaucoup de mal à faire des émissions culturelles à la télévision, pas à la radio, mais à la télévision, c'est le cas. Qu'est-ce qui a changé, Bernard Pivot, selon vous? Vous savez, la culture ne fait pas de grandes audiences. La télévision est quand même obsédée par son audience, par son audimat. Alors, les émissions culturelles ne rassemblent pas beaucoup, ne rassemblent pas autant de gens qu'on voudrait, qu'on espère. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, les émissions culturelles à la télévision sont si peu nombreuses, alors qu'elles sont nombreuses dans les radios. Je ne parle pas de France Culture, bien entendu, mais même dans les radios généralistes, il y a beaucoup plus d'émissions culturelles qu'à la télévision. Et je trouve que c'est formidable d'avoir
de pouvoir interviewer des écrivains qui racontent la manière dont ils travaillent. Je sais pas, je trouve que c'est un progrès. Est-ce que nous n'aimerions pas avoir un document où Voltaire, Rousseau, La Fontaine, Chateaubriand expliqueraient comment ils écrivaient, enfin, vraiment, ce serait extraordinaire, non? Moi, j'ai raté beaucoup d'écrivains. Qui, par exemple? Voltaire, Rousseau, je les ai ratés. Je les ai pas eus. Et puis plus près de nous, Proust, je l'ai pas eu non plus. Et puis ni Sartre, ni Malraux, ni Camus, etc. Là, je suis arrivé trop tard. C'est bien dommage. Comment auriez-vous préparé un entretien avec Voltaire, Rousseau, avec Camus ou Sartre? Comme avec les autres, j'aurais lu leurs œuvres, etc. J'aurais, vous savez, j'ai toujours pris beaucoup de précautions pour ne pas être indigne de ces écrivains. Donc je travaillais beaucoup. Vous imaginez, quand j'ai interviewé Claude Lévi-Strauss, quand même... Alors justement, j'allais vous en parler, parce que parmi les clients pas faciles, Lévi-Strauss se posait là. Oui. Alors, en plus de ça, l'anthropologie n'est pas ma tasse de thé. Hein. Donc j'ai beaucoup travaillé pour ne pas être indigne de lui, tout simplement, pour ne pas lui poser des questions idiotes. Il m'aurait renvoyé en me disant, écoutez... soyez sérieux, etc. Donc, et l'émission s'est très très bien passée. Et je pense qu'il m'a d'ailleurs écrit qu'il en était fort content. Donc c'est une question de travail, c'est une question de connaissance de l'œuvre et de la vie de l'écrivain. Vous imaginez le plaisir que ce serait d'interviewer Voltaire. Ce serait formidable, non? Vous pensez qu'il était impressionnant? Oui, je pense, oui, bien sûr. Il était impressionnant. En plus de ça, il n'avait pas très bon caractère. Donc, mais tous les écrivains dont on vous dit qu'ils ont mauvais caractère, finalement, ils se révèlent tout à fait accommodants. Moi, on m'avait dit que Nabokov était impossible. Pas du tout. Il a été extrêmement charmant. On m'avait dit, excusez-moi, Claude Lévi-Strauss était un peu hautain, un peu grognon. Pas du tout. Il a été absolument délicieux. Non, je pense que parfois on fait on attribue à des écrivains des attitudes qui ne sont pas naturellement les leurs. Comment construisiez-vous vos entretiens, Bernard Pivot? Je vous le dis, en travaillant, en écrivant. Est-ce que vous vous disiez, voilà ce que je veux obtenir de lui? Est-ce que vous vous disiez, voilà ce qui est obscur? Ou alors au contraire, ce qui doit être communiqué sur tel ou tel personnage? Non, je me posais pas ce genre de questions. Je me disais que j'essaye de ramasser les questions les plus pertinentes, parfois les plus délicates, mais sans me dire, sans parler de performance, sans me dire je dois obtenir de lui ceci ou cela. Non, pas du tout. D'ailleurs, les émissions n'étaient pas montées, très très peu. Quand, par exemple, j'ai interviewé Marie Yourcenar, Albert Cohen, Marcel Jouandeau ou bien Georges Simenon, j'enregistrais 1h15 et il en passait 1h10. Donc, oui, Pourquoi ne pas s'offrir le luxe d'avoir plus de bandes pour ensuite monter? Non, j'ai pas envie. J'avais envie que l'écrivain soit le plus naturel possible pendant 1h15, 1h30, et dans sa vérité. Si vous l'enregistrez pendant des heures et des heures, et que sur ces 6-7 heures d'enregistrement, vous en prenez 1 heure seulement, je trouve que vous ne respectez pas la vérité. C'est plus l'homme dans sa vérité. Là, vous prenez ce qu'il y a de meilleur, bien entendu, vous prenez ce qu'il y a de plus performant, de plus insolite, mais l'insolite, le performant additionné ne valent pas simplement le naturel d'un homme qui s'exprime tout bonnement pendant 1h15 et qui, pendant 7h15, dit sa vérité. Et la pression du direct? Alors, la pression du direct, c'est ce que j'ai toujours aimé dans la télévision. Hormis les grands entretiens qui étaient enregistrés, toutes les émissions de plateau étaient toutes en direct, à quelques exceptions, mais le direct est toujours très excitant, parce que vous savez que vous risquez de vous casser la gueule, vous savez que vous risquez l'incident, etc. Bon, mais c'est ça qui est motivant, ça vous motive. Une émission enregistrée, si elle démarre mal, vous pouvez la reprendre, allez, on reprend, puis elle sera montée, tandis que
même si on dit une bêtise, et ça m'est arrivé d'en dire, les bêtises, elles étaient dites. Je me rappelle un psychiatre qui avait publié ses mémoires, j'ai oublié son nom, bien entendu, et qui avait un peu assassiné ses confrères. Il faut bien dire. Il avait été très très dur avec ses confrères. J'étais un peu très étonné. Et à la fin de l'émission, quand on boit un verre après, il me dit « Écoutez, je crois que j'étais un petit peu dur avec mes confrères. Hein. Soyez gentil de retirer un petit peu tout ça. » mais monsieur, nous étions en direct. Il me dit « Qu'est-ce que ça veut dire en direct ?» Je veux dire qu'au moment où vous parliez, les téléspectateurs écoutaient vos propos. Il a blémi d'un seul coup. Parce que à l'époque, c'était les premiers temps d'apostrophe. Les écrivains n'avaient pas une connaissance parfaite de la télévision comme ils en ont aujourd'hui. Mais vous aviez peur du direct? Vous aviez un peu le trac, Bernard Pivot? Parce que là... Un peu le trac, oui, pour commencer. J'avais toujours un petit peu de trac parce que chaque fois je me disais, est-ce que je vais être à la hauteur de l'émission, du sujet? Je me suis toujours posé cette question plutôt, est-ce que je vais être capable de dominer le sujet que j'ai choisi? Est-ce que je vais être capable de faire une bonne émission avec les écrivains que j'ai invités? Est-ce que... donc... C'était pas une modestie feinte, c'était simplement... je pense que ça me stimulait. Le fait de se dire, peut-être que je ne suis pas tout à fait capable de le faire, m'obligeait à l'être capable. Vous avez fait des émissions dangereuses avec de drôles de zèbres aussi, Bukowski? Oui, Bukowski, il avait fait une provocation. Il était venu avec une bouteille de vin blanc, j'en avais offert d'autres. Ah, vous lui avez offert d'autres? Oui, ah, oui. C'était du Sancerre, d'ailleurs, je me souviens bien. Ouais, au moins, il avait bon goût. Oui. Et, bon, mais ça, c'était le direct, oui. Et d'ailleurs, à l'époque, beaucoup de gens pensaient que j'allais être viré de la télévision pour avoir invité un alcoolo américain qui avait donné un très très mauvais exemple aux téléspectateurs, mais pas du tout, évidemment. Et à l'inverse, un très mauvais client, parce que ça arrive aussi dans nos métiers, on se retrouve avec quelqu'un qui, il est là, mais il est grognon, il n'a pas envie d'être là, et puis il ne veut pas parler. Oh ça arrive, oui, bien sûr. Vous avez des taiseux qui viennent à la télévision, mais enfin, en règle générale, ils ne viennent pas quand ils sont vraiment... Non, ce qui est redoutable, c'est l'écrivain étranger dont on vous dit il parle très bien le français. Et puis vous en direct, vous apercevez que c'est une catastrophe, que personne ne comprend un mot à ce qu'il raconte. Alors ça c'est très compliqué. Ça m'est arrivé 3 ou 4 fois, et c'est là où il faut avoir le livre, parce que fatalement, vous l'empêchez de parler parce que personne ne comprend rien à ce qu'il raconte, et vous parlez à sa place et vous faites les questions et les réponses. Alors, il y a à l'inverse, non pas des mauvais clients, mais au contraire d'excellents clients ou des personnes qui ont poussé l'art de la conversation. Je pense évidemment à Jean d'Ormesson, que vous avez beaucoup reçu, qui était un personnage tellement agréable à entendre, Bernard Pivot. Oh oui, parce que Jean d'Ormesson c'était, comme on dit un peu vulgairement, le client idéal. Il était drôle, il pouvait être profond aussi, il avait des citations admirables, et puis il avait une aisance devant la caméra qui était assez extraordinaire. Oui, bien sûr. C'est toujours étonnant. Alors, je ne l'ai pas toujours invité, c'est lui que j'ai invité le plus souvent dans mes émissions, mais non pas... pour ses livres, oui, mais pas que pour ses livres. Je l'invitais aussi pour des sujets sur lesquels il avait une certaine autorité intellectuelle. Par exemple, Chateaubriand, je me rappelle avoir fait une émission sur Chateaubriand. Comment ne pas inviter d'Ormesson sur Chateaubriand? Exactement comme, par exemple, j'invitais beaucoup Philippe Labro pour ses propres livres, mais aussi parce qu'il était un spécialiste de la littérature américaine. Et donc, c'était bien d'avoir Labro qui parlait admirablement des auteurs américains. C'était des amis? Ce sont des amis pour Labro? Certains, oui, c'est un ami. D'Ormesson était devenu un ami, mais ça a mal commencé entre nous deux, parce que quand il est devenu directeur du Figaro, je me suis engueulé avec lui et j'ai quitté le journal. Donc, oui, parce qu'avant, vous étiez au Figaro. Oui, donc... Pourquoi vous êtes engueulé sur quoi? Oh, c'est très compliqué. C'est parce qu'il m'avait fait des promesses qu'il n'a pas tenues, etc. Donc, c'est très compliqué. Et donc, j'ai demandé mes indemnités de départ. Et il ne voulait pas me les donner. Il me disait, mais non, c'est vous qui partez. Alors, je lui ai dit, écoutez, je pars à cause de vous. Et j'ai demandé l'arbitrage du propriétaire du Figaro de l'époque, qui s'appelait Jean Prouvost, qui était un
un industriel lainier du Nord, et il m'a donné raison. Il m'a donné raison et Jean d'Ormesson a donc dû faire un chèque pour mes indemnités. Et avec ce chèque, je me suis offert une piscine dans ma maison du Beaujolais et je l'ai appelée piscine Jean d'Ormesson. Voilà. Donc vous avez la possibilité de vous baigner dans Jean d'Ormesson. Oui, je me baignais dans Jean d'Ormesson, mais il n'est jamais venu malheureusement. Et alors il a eu ce mot formidable quand il a appris que j'avais fait une piscine à son nom. Une piscine à son nom. Il avait dit « Oh !» J'espérais qu'après ma mort, un lycée porterait mon nom. Je ne pensais pas que ce serait une piscine de mon vivant. Mais c'était un exemple exceptionnel aussi de grand âge heureux, puisque jusqu'à la fin, il était extrêmement étonnant, d'une grande alacrité. Ah oui, alors là, on revient à mon livre, oui, effectivement, d'Ormesson, elle est un exemple rare d'une personne très âgée qui a gardé au fond, sa jeunesse, sa jeunesse d'esprit. Évidemment, ses artères étaient celles de son âge, mais il avait gardé cette joie d'écrire, cette joie de lire, cette joie de parler, de converser, etc. On avait l'impression que l'âge n'avait pas de prise sur lui. Ah, il n'était pas octo, un jeune homme, il était nona. Nona, oui, en fait, très peu, de peu. Mais enfin, il était... c'est l'exemple rare. Tant mieux. Heureusement qu'il y a des exceptions. Je vous parlais de Nona. Alors Nona, ça c'est le prénom. C'est son prénom, enfin son surnom. On l'appelait Nona dans le livre. C'est une femme exceptionnelle, mais elle est rare. Il n'y a pas beaucoup de femmes comme ça, bien entendu. Et des gens d'Ormesson, il n'y en a pas beaucoup non plus qui, à 88 ans, 90 ans, avaient cette verve, cette faculté d'émerveiller les gens par sa connaissance et sa conversation. Mais il a beaucoup de points communs avec vous, notamment il était, et vous l'êtes, extrêmement curieux du monde qui l'entoure. C'est quelqu'un qui n'a jamais cessé de s'intéresser au monde. Oui, mais c'est ça. Mais c'est l'essentiel. Quand on est vieux, il faut s'intéresser au monde. Et beaucoup de gens deviennent des grognons, parce qu'ils se renferment en eux-mêmes. Ils ferment les écoutilles. Ils ne veulent plus s'intéresser à la vie sociale, à la vie politique, à la vie sportive, etc. Ils ne veulent plus. Et c'est un tort. Il faut au contraire rester attentif à la vie du monde, surtout quand on est vieux. Et alors, votre personnage, mais c'est votre personnage, dit oui, je reconnais que sur certains points, c'était mieux avant. Oui, bien sûr, mais toutes les époques, il n'y a rien de pire que les personnes âgées qui vous vantent l'âge adulte, du temps où ils étaient, où ils avaient 20, 30, 40 ans, bien entendu. Pourquoi pas dénigrant l'époque dans laquelle ils sont aujourd'hui âgés. En vérité, c'est parce que ils ont le regret de leur enfant, ils ont le regret de leur jeunesse, ils ont le regret de l'âge adulte, et dans leur mémoire arrondit les angles et rafraîchit les couleurs. Et il y a les générations qui se suivent, se ressemblent ou ne se ressemblent pas, ne se comprennent pas. Il y a eu une polémique sur la manière dont vous aviez reçu Matzneff, une polémique assez injuste parce que vous aviez reçu Denise Bombardier qui a été l'une des premières à dire que Matzneff était la première. Elle a été la première. Il y a bataille avec Guy Sidbon qui a écrit dans l'Obs. Sidbon, oui, mais je dirais à la télévision. Ça a été la première, et c'était à Apostrophe où elle a dit que Matzneff était dégueulasse et un pédocriminel. Oui. Bien sûr. C'était une autre époque, là aussi. C'était une époque où la littérature était au-dessus de la morale. Et aujourd'hui, la morale est au-dessus de la littérature. Voilà. Choisissez. Et il y a aussi d'autres personnes à retrouver, des personnes que vous évoquez dans Mais la vie continue, votre roman chez Albin Michel, Bernard Pivot, et puis dans Apostrophe, parce que c'est l'un des avantages de la technique, c'est qu'on peut revoir Apostrophe et on voit à quel point on prend à nouveau beaucoup de plaisir à revoir vos émissions, Bernard Pivot. Oui. Alors moi, je ne les regarde pas, mais très souvent, je rencontre des jeunes gens qui me disent « Oh, j'ai revu votre interview entretien avec Simenon ou bien j'ai revu l'émission « Pourquoi les nouveaux philosophes » avec
Glucksmann, Bernard-Henri Lévy, etc. Ça me fait toujours plaisir que des jeunes gens aujourd'hui aient la curiosité d'aller se reporter à Apostrophe ou à Bouillon de Culture. Au revoir Albert Cohen. Enfin bref, tous ces grands personnages que vous avez interviewés, Bernard Pivot. Mais la vie continue chez Albin Michel. Voici mes camarades qui vont bientôt s'élancer, Hervé Gardette et Géraldine Mosna Savoie. Bonjour à tous les deux. Hervé, Bonjour. votre transition dans quelques instants. Eh bien, ma transition a pris de l'embonpoint, comme nous tous, pendant les fêtes. Elle passe en format XXL. Et vous, Géraldine, vous avez pris de l'embonpoint également. Non, pas du tout. Moi, je change rien. Peut-être sauf mes vœux de bonne année. Dans quelques instants. 8h47. France Culture, l'esprit d'ouverture.